Elles sont multiples. D'abord, c'est en plein cœur de ce qu'on appelle le pays baoulé. Ça, c'est la localisation géographique. Mais d'abord, c'est la ville de naissance de Félix Houphouët-Boigny. Et Félix Houphouët-Boigny est considéré par la quasi-totalité des Ivoiriens comme le père fondateur de ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire moderne. C'est non seulement la ville de naissance du président Houphouët-Boigny, mais la ville a été créée par un des ancêtres du président Houphouët-Boigny qui s'appelait Boigny-Ndri. Ça a d'abord été un petit campement qui s'appelait Ngokro, qui avait 200-300 âmes. Et ce Ngokro est devenu Yamoussoukro, et ensuite capitale de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro aussi sort de la volonté du président Félix Houphouët-Boigny. C'est lui qui en a construit la quasi-totalité des bâtiments. C'est lui qui a conçu les plans de la ville. Et c'est lui qui est... Cette ville est sortie vraiment de son cerveau, et de sa volonté, de son imagination. Et c'est le cœur de la Côte d'Ivoire pour beaucoup d'Ivoiriens de cette époque-là. Donc, Yamoussoukro veut dire en baoulé le village de Yamousso. Et Yamousso était la grande-tante du président Félix Houphouët-Boigny. Et même le mot Yamousso n'est pas absolument correct. Parce que le prénom Yamousso n'existe pas en baoulé. Le prénom qui existe, c'est Yaa. Y-A-A. Et Yaa Nso. Nso en baoulé veut dire 7. Yaa Nso, c'est Yaa la 7e. Comme vous avez Hassan II, Elisabeth II, Mohamed VI, nous avons eu Yaa Nso, Yaa la 7e. Et quand les Européens sont arrivés, qu'on leur a dit Yaa Nso, ils ont écrit Yamousso. Et c'est resté. Donc Yamoussoukro veut dire le village de Yamousso. Pour cette raison, cette ville est particulièrement chère aux Ivoiriens. Et c'est enfin la ville où repose pour l'éternité le président Félix Houphouët-Boigny. Et chez les Baoulés, l'esprit ne meurt pas. Houphouët-Boigny, pour les Baoulés, pour nous, est toujours vivant. Et jusqu'aujourd'hui, bien que je sois chrétien catholique, avant d'entrer dans sa chambre, je tape à la porte. On ne sait jamais. Son esprit peut être en train de se promener ou de s'habiller. Je préfère prévenir que j'arrive, donc je fais coco sur la porte avant d'entrer. Chez les Baoulés, les morts ne sont jamais morts. Jamais. Ils sont partis charnellement, mais leur esprit est toujours là. Et quand vous faites des libations, par exemple, vous voyez souvent dans nos cérémonies, on fait des libations. On verse soit de l'eau, soit de liqueur sur la terre. On appelle l'esprit de nos ancêtres, un à un. On les cite nommément et on les convoque. Et on invoque ces esprits-là et on place la cérémonie sous leur protection. Voilà ce que veulent dire les libations. Qu'est-ce qui a inspiré le président Félix Houphouët-Boigny quand il a fallu mettre en place un plan d'urbanisation pour Yamoussoukro? Vous savez, beaucoup de gens pensent que Félix Houphouët-Boigny avait au départ la volonté de faire de Yamoussoukro la capitale de la Côte d'Ivoire. Je ne fais pas tout à fait la même analyse. Félix Houphouët-Boigny pratiquait l'excellence à tous les niveaux. D'abord appliqué à lui-même, ensuite appliqué à son entourage. Il allait toujours au meilleur. Il allait toujours à ce qu'il pensait être le mieux pour son pays, pour son peuple. Et pour moi, quand il bâtit Yamoussoukro, avant de bâtir la future capitale, il bâtit ce qui dans son cerveau est la ville idéale. En termes de largeur d'avenues, en termes d'implantation des maisons, en termes de verdure, en termes d'environnement, en termes d'assainissement, en termes de population, en termes de règles d'urbanisme, il conçoit d'abord ce que pour lui est la ville idéale. Par la suite, des événements politiques vont faire de cette ville idéale pour Houphouët-Boigny la capitale de la Côte d'Ivoire. Mais c'est ce goût de l'excellence, ce goût de la perfection qu'il a mis à Yamoussoukro, je pense. La population est estimée à combien d'habitants aujourd'hui? Autour de 300 000. 300 000 habitants. Voilà. Il y a un plan d'urbanisme, par exemple, qui interdit les bâtiments de plus de 6 étages. Vous ne verrez aucun immeuble ici de 20 étages, de tours de 100 étages. C'est interdit. Nous l'avons remarqué. Peu d'étages à Yamoussoukro. Oui. On a de l'espace. Alors pourquoi monter en hauteur? Donc on essaie de faire respecter ce plan d'occupation des sols
on essaie de faire respecter ces règles d'urbanisme qui nous ont été dictées par le président Félix Houphouët-Boigny. Yamoussoukro fait partie des villes hôtes de la CAN 2023. Est-ce que la ville a su tirer profit de l'événement en termes d'exposition médiatique, de notoriété, d'image? Écoutez, quelques années avant même l'attribution de la CAN à la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, monsieur le président de la République, avait commencé un plan pour Yamoussoukro de rebitumage, de reprofilage de la ville. Et à ce jour, près de 140 km de rues ont été totalement rebitumées à l'intérieur de Yamoussoukro. Et nous, à ce niveau-là, nous avons fait un travail d'assainissement au niveau des lacs et tout, pour que la ville se présente sous ses meilleurs atouts. Ensuite, nous avons pris des dispositions aussi en termes d'effectifs hôteliers. Une fois que la CAN a été attribuée à la Côte d'Ivoire, un stade a été construit, un stade de 20 000 places. Le réceptif hôtelier a été accru. Le réceptif en termes d'alimentation aussi a été encadré. Du personnel a été formé. Le réceptif de sécurité a été aussi renforcé. Et comme je le dis souvent dans mes interventions, Yamoussoukro ne dispute pas directement la Coupe d'Afrique des Nations de football. Nous, d'abord, notre premier objectif, c'est la Coupe d'Afrique de l'hospitalité et de la sécurité. Et c'est cet objectif-là que nous nous efforçons d'atteindre. Maintenant, si cerise sur le gâteau, Dieu, dans sa grande mansuétude, nous donne la coupe, nous sommes preneurs. J'imagine que vos journées de travail sont devenues plus longues avec la Coupe d'Afrique en tant que gouverneur de Yamoussoukro. Vous savez, on a des journées interminables de toute façon. Parce que, c'est vrai, je suis ministre-gouverneur, mais je suis aussi chef traditionnel. Et le Baoulé, la région dont je suis le gouverneur, quand il a un problème, il ne va pas à la police, il ne va pas au tribunal, il va voir son chef. Il m'arrive des fois, le matin 7 h, quand je quitte ma maison pour aller au travail, ils sont déjà assis devant mon portail. Chacun avec son enveloppe, chacun avec son problème. Quand je rentre du bureau l'après-midi, déjà, ils sont déjà là. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche. Et avec le téléphone portable, ça ne s'arrête jamais. Donc, c'est le sort que Dieu m'a donné. J'essaie d'y faire face. Ce n'est pas toujours facile. Mais je ne m'imagine pas non plus assis chez moi ne faisant rien. Ça fait partie de mon travail. La famille à laquelle j'appartiens est implantée ici depuis 9 générations. Donc, je considère que si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est parce que d'autres avant moi ont fait le travail. Donc, je ne dois pas rompre la chaîne. Je dois faire mon travail aussi pour les générations qui suivent. C'est dans cette ville de Yamoussoukro que les éléphants de Côte d'Ivoire ont éliminé les Lions du Sénégal, champions d'Afrique. Et je le rappelle, vous avez des origines sénégalaises. Ça devait être un match bien particulier pour vous ce jour-là. Oui et non. D'abord, je soutiens l'équipe de Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune équivoque là-dessus. Tout en assumant mes origines. J'ai supporté l'équipe du Sénégal tout en... Quel exemple prendre? J'entretiens les meilleures relations avec la communauté sénégalaise de Yamoussoukro. Donc, je dis aux éléphants de Côte d'Ivoire, gagnez. Je dis aux Sénégalais de Côte d'Ivoire que vous souhaitez gagner. Je vous souhaite aussi la victoire. Mais je demande aux Ivoiriens, en cas de victoire ou de défaite, de ne pas commettre d'exactions sur les Sénégalais et réciproquement. Donc je parle aux deux. Et tout en n'ayant aucun doute sur l'équipe que je soutiens, c'est l'équipe de la Côte d'Ivoire. Vous êtes à fond derrière les éléphants de Côte d'Ivoire. Vous êtes ministre, gouverneur, avec des origines sénégalaises. Comment un Tcham s'est retrouvé à ces postes de responsabilité-là en Côte d'Ivoire? Je pourrais répondre en vous disant que Obama vient du Kenya, Sarkozy vient de Hongrie, la reine d'Angleterre vient d'Allemagne, le roi actuel de France est le descendant de Louis XIV. Bon, ben, mon père vient du Sénégal. Et quand papa arrive ici en 1946, le Sénégal n'existe pas.
Papa arrive ici, il est citoyen français. Et il n'est plus jamais reparti. Donc la nationalité sénégalaise, il ne l'a jamais eue. De français, il est devenu ivoirien. Donc je suis d'origine sénégalaise, mais d'un père qui n'a jamais été sénégalais de nationalité. Moi-même, quand je suis né en 1952, j'étais français. Voilà. Et c'est à l'indépendance que je deviens ivoirien en 1960. Comment un Thiam se retrouve en Côte d'Ivoire, ministre-gouverneur? Ça part de la volonté du président Félix Houphouët-Boigny. C'est un monsieur qui n'a jamais regardé à l'origine des gens ou à la religion des gens et qui a toujours fait jouer d'abord la compétence. Nous avons eu un ministre qui s'appelait Abdoulaye Sawadougou, qui avait des origines en Haute-Volta. Nous avons eu un ministre qui s'appelait Mohamed Diawara Tikoura, qui avait des origines au Mali. Nous avons même eu un ministre qui s'appelait Raphaël Saler, qui a été ministre des Finances, qui était lui carrément blanc, qui était français. C'est pour vous dire que Amadou Thiam arrive en Côte d'Ivoire. Amadou Thiam, c'est votre c'est mon papa. père. Il épouse la nièce du président Félix Houphouët-Boigny. Il fait des études de journaliste. Il est directeur de Radio Côte d'Ivoire en 1958, mais au titre français. Et quand, en 1961, le président de la République veut le nommer ministre de l'Information, il se rend compte que papa n'est pas ivoirien, papa est français. Il prend un décret, il naturalise mon père. Voilà comment papa devient ivoirien. D'abord parce qu'il est marié à une ivoirienne, ensuite parce que le président le naturalise. Voilà, donc, ensuite, du côté de ma mère, le président avait 2 sœurs biologiques et 2 cousines. Mais chez nous, les Baoulés, le mot cousin même n'existe pas dans notre langue. Votre cousin, c'est votre frère. Votre cousine, c'est votre sœur. Donc, on dit les 4 sœurs du président. Mais sur le plan biologique strict, il avait 2 sœurs, Mami Fete, Mami Adjoa, et 2 cousines, Mami Geneba, Mami Amoui. Il se trouve que ni Mami Fete, ni Mami Adjoa, ni Mami Geneba n'ont eu de descendants. Ils n'ont pas eu d'enfants. Ma grand-mère, Mami Amoui, a été la seule qui a eu 2 filles, Marietou, ma mère, et Berthe, sa sœur. Moi, je descends de Marietou. Voilà comment ma mère est la nièce du président, par sa mère à elle, et quand moi, je suis son petit-neveu. Donc quand on dit petit-fils, ce n'est pas absolument correct. Je suis son petit-neveu. C'est ce qui explique aussi le fait que je sois chef traditionnel. Parce que Félix, Yamoussoukro est la ville maternelle d'Houphouët-Boigny, pas la ville paternelle. Et Houphouët-Boigny devient chef parce que le frère de sa mère est chef. Mon successeur à moi, par exemple, ce n'est pas mon fils, c'est l'enfant de ma sœur. Parce qu'on dit chez nous, vous n'êtes jamais sûr d'être le père de votre neveu, de votre fils, pardon, mais vous êtes sûr d'être l'oncle de votre neveu dès lors que sa maman est votre sœur. Votre fils, là, c'est sa mère qui sait qui est le père. Vous, on vous a dit que c'est vous le père, peut-être. La maman sait. Chez les Baoulés, on a une société matriarcale. Tout à fait. Donc Félix Houphouët-Boigny devient chef parce que le frère de sa mère est chef. Quand Houphouët-Boigny n'est plus chef, on passe à la 2e sœur de ce même chef. Et son fils devient chef. Quand ce fils-là meurt, on passe à la 3e sœur, qui elle a une fille, et elle n'a pas d'enfant. Quand on passe ensuite à la 4e sœur, la 4e sœur, Yamousso, a une fille, Marie Amoui, qui a une fille, Marietou, qui a un fils, Augustin. Voilà comment je deviens chef, par la voix des femmes. Et les enfants du président ne peuvent pas être chefs ici à Yamoussoukro. Ils seront chefs dans le village de leur maman, parce que leur maman fait partie de la famille royale de l'Indénié. Ils peuvent régner là-bas, mais ils ne peuvent pas régner ici. Et les petites contestations que vous entendez d'un de mes petits frères rebelles qui s'appelle Augustin comme moi, et qui prétend être chef à ma place, il ne peut pas être chef parce que lui est descendant de garçon. Il n'est pas descendant de femme. C'est aussi simple que ça. Et il avance des fois comme argument que j'ai eu à démissionner. Mais bon, si demain Charles d'Angleterre démissionne, ce n'est pas son cousin qui lui succède, c'est son fils aîné. Nous avons les mêmes règles de succession ici, même si elles ne sont pas écrites. Même si demain je démissionnais, même si demain je mourais, mon successeur peut être un de mes frères, qui a autant de droits que moi d'être chef, ou une de mes sœurs, parce que chez nous les femmes règnent. Et il faut que toute la lignée maternelle soit épuisée avant qu'on aille à la lignée paternelle. Donc c'est vraiment pas demain la veille qu'il va devenir chef. Vous êtes petit-neveu
du président Félix Houphouët-Boigny. Quels sont les souvenirs que vous gardez de lui? Ils sont mélangés. D'abord, dans ma tendre enfance, je n'ai pas conscience de qui il est. Pour moi, j'ai été élevé par sa sœur aînée, Mamie Fété. Pour moi, c'est un grand-père. À l'époque, nous, on n'avait pas de tablette, on n'avait pas Internet. Un enfant de 10 ans, il y a 60 ans, était loin d'être aussi informé qu'un enfant de 10 ans aujourd'hui. Donc, à l'époque, la politique, je ne savais même pas ce que c'était. Ministre, député, je ne savais même pas ce que c'était. Je voyais un monsieur qui apparaissait, qui disparaissait de ma vie, mais qui était papa gâteau. À l'âge de 5 ans, je veux un vélo, il m'achète. Papa, je veux un vélo, il m'achète un vélo. Qui nous faisait des cadeaux, qui nous célébrait Noël, ainsi de suite. Et je prends conscience de sa valeur politique par un choc. À l'âge de 10 ans, en 1962, mon père va en prison. Il est ministre de l'Information, mais il est arrêté au titre de beaucoup de membres du gouvernement de l'époque, et on l'accuse de complot. Et on l'accuse d'avoir essayé de tuer mon grand-oncle. Et mon père disparaît de ma vie pendant 2 ans. Il a été emprisonné pendant 2 ans. Voilà. Et là, c'est là que je réalise qui est Houphouët-Boigny. Mais pendant le temps que mon père était en prison, il n'a rien changé dans ses relations avec nous. Il continue à nous recevoir, il continue à nous faire des cadeaux, comme si de rien n'était. Par la suite, je reviens plus loin, en 72, je passe le bac, et je décide de faire des études de médecine ici en Côte d'Ivoire. Et le président Houphouët-Boigny propose à ma mère d'être mon tuteur. Et à partir de là, de 1972 à 1993, quand Houphouët-Boigny meurt, je le vois pratiquement tous les jours. Et là aussi, c'est une autre forme de relation que je vais commencer à avoir avec lui. Mais ça reste toujours des relations de grand-père à petit-fils. Ça n'a jamais été des relations de président à citoyen ivoirien. J'ai jamais vu un monsieur aussi paradoxal. Il était fait d'éléments contradictoires. Capable d'une générosité. Comment dire ça? J'ai jamais vu un monsieur aussi puissant et aussi humble. J'ai jamais vu un monsieur aussi riche et aussi généreux. Et je disais à l'époque qu'il était plus facile de rencontrer Houphouët-Boigny que de rencontrer ses ministres. Il suffisait d'aller chez lui, de s'asseoir et de patienter. Il recevait tout le monde. Il ne triait pas. Du président de la République au balayeur de rue, il recevait tout le monde. Et ma vie à ses côtés a été donc une grande leçon d'humilité, de sagesse. Et parce qu'il était immensément riche, je peux dire que grâce à lui, directement ou même indirectement, le manque, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais manqué de rien. Parce qu'il a toujours mis mon père dans des fonctions qui lui ont toujours permis de subvenir à nos besoins, à nous tous. Et même quand mon père était en prison, lui s'occupait de nous. Et quand j'étais étudiant, lui aussi, il s'occupait de moi. Il m'offrait des voitures, il m'offrait des vacances dans des pays pas possibles. Et il m'a appris à avoir de la distance par rapport à l'argent et tout ce que l'argent permet d'acquérir. Il m'a appris à... Il disait souvent, on ne donne pas avec sa poche, on donne avec son cœur. Et je ne sais pas comment dire. Je ne vais pas dire que je suis incorruptible. Comme Houphouët-Boigny disait, tout le monde a son prix. Mais disons que mon prix est très très élevé. Grâce à la proximité que j'ai eue avec Houphouët-Boigny. J'ai même pas de prix, je peux dire. J'ai suivi le président Ouattara, par exemple, par idéal politique. Pas parce que je cherchais une position matérielle ou politique moi-même. Je me suis trouvé dans une situation où j'ai pensé que c'était lui le meilleur et je me suis mis à sa disposition. Voilà. Vous avez des anecdotes marquantes sur le président Boigny? Oui, quelques-unes, parce que c'est un monsieur qui ne donnait pas de leçons magistrales. Il commentait des fois des événements de la vie. Et à travers son commentaire, il vous donnait des leçons. J'arrive chez lui, par exemple, lundi matin. Bon, papa, excuse-moi, je veux telle chose. Bon, écoute, tu reviens à midi, non? On se voit à midi. Et puis lundi, midi, on mange, il ne parle même pas de ça. Il est occupé, il n'a pas le temps. Vous revenez le lundi soir, il ne se passe rien. Mardi, mercredi, jeudi,
tous les jours vous êtes là. Mais il fait comme s'il a oublié, comme si vous n'avez jamais rien demandé. Vendredi, samedi, le samedi, ah Augustin, tu m'avais dit que tu... J'ai dit, mais papa, il dit oui, bon, ok, d'accord, voilà, je vais le faire pour toi. Je dis, mais papa, depuis lundi, je viens ici tous les jours, jusqu'à samedi, il commence à rire, il dit, je forme ta patience. C'est une leçon. Il vous apprend à attendre. Ce n'est pas vous qui décidez de ce qu'il va faire pour vous. Vous lui demandez, soyez patient, il le fera. Il y a une autre fois, on reçoit un groupe de personnes, et puis il y en a un qui n'arrête pas de se plaindre. Il fait chaud, il y a des moustiques, la nourriture n'est pas bonne. Je dis, mais papa, le monsieur là, il se plaint tout le temps, il n'est jamais content. Il dit, mon fils, laisse-moi te raconter une histoire. Si vous êtes un groupe d'amis et que vous partez en voyage, et qu'au cours du voyage, on vous donne une natte pour dormir par terre, en général, celui qui refuse de dormir sur la natte là, il n'a pas de lit chez lui. Encore une autre leçon. Et c'est souvent vrai. Celui qui a tout chez lui là, vous lui donnez une natte, il dort. Et je donne souvent ça en exemple. Qui connaît les enfants de Fouet-Boigny? Ils sont d'une discrétion totale. On ne les voit nulle part. On ne les entend nulle part. Parce qu'on nous a éduqués dans cette forme de discrétion et d'humilité. Une autre fois, c'était l'inverse. Je dis, papa, ce monsieur, papa, il se comporte comme un nouveau riche. Il dit, mon fils, ce n'est pas un nouveau riche, c'est un ancien pauvre. Encore une autre leçon. Sous forme anecdotique, sous forme de commentaire d'un événement. Voilà, j'en ai des dizaines et des dizaines. Et des leçons comme ça, j'en ai reçu pendant longtemps. Vous étiez très proche avec le président Houphouët-Boigny. Donc, comment avez-vous vécu sa disparition en 1993? C'était un coup. Bon, je savais qu'il était malade, très gravement malade. Tant qu'il était à Paris, je continuais de le voir. Et puis après, il a quitté la France. Mais à l'époque, moi, j'étais journaliste à Jeune Afrique. Ouais, avec les François Soudan, voilà, Sénène Andrea Mirad. Ouais. Il y avait... Bon, bref, on m'avait envoyé un reportage au Sénat français. Donc j'étais assis dans l'amphithéâtre du Sénat, et le président du Sénat de l'époque demande de marquer une pause, et il annonce la mort du président Houphouët-Boigny. Ça a été un choc pour vous? Oui, oui. Et j'ai commencé à pleurer, et mon voisin me dit, mais pourquoi tu pleures? Je dis, c'était mon grand-père. Il dit, ah bon, j'ai ramassé mes affaires, je suis sorti de la salle. C'est comme ça que j'apprends sa mort. Ensuite, donc, je quitte Jeune Afrique, je prends l'avion pour venir à Yamoussoukro pour participer à ses funérailles. Mais ça a été un réel choc pour moi. Parce que pour moi, c'était plus qu'un grand-père, c'était une assurance touriste, c'était un paratonnerre, c'était un conseiller, c'était un protecteur. Pour moi, tant qu'il était là, j'étais serein. Ma vie, je ne peux pas avoir de problème parce que le monsieur-là existe. Je peux aller prendre conseil chez lui, je peux aller m'inspirer de ses conseils, je peux aller prendre son avis, je peux simplement le voir. Ça me faisait plaisir. Pas seulement pour lui demander quelque chose. Il était d'une sérénité débordante. Il était tellement serein que quel que soit l'état dans lequel vous étiez, quand vous l'approchez, sa sérénité vous contamine. Et parfois même, pour lui parler, je faisais semblant d'être fâché. Parce que son calme et sa sérénité vous désarment. Vous arrivez, vous dites, quand je vais arriver là-bas, là, je vais lui dire ça. Quand je vais arriver là-bas, là, je vais lui dire ça. Mais devant la sérénité qu'il affichait, des fois même vous oubliez ce que vous vouliez lui dire. C'est quand vous quittez la pièce, vous dites, ah, mais j'aurais dû. Mais vous êtes déjà parti. Voilà, donc ça a été un grand choc pour moi. J'étais presque porté à croire qu'il était éternel. Aujourd'hui, quel est l'héritage que le vieux laisse à la Côte d'Ivoire et à la postérité? J'y arrive. Je ne sais pas si ce message-là a toujours été bien compris ou bien interprété. C'est tenir compte de la diversité du peuple ivoirien, la considérer comme une richesse et faire de cette diversité une force, pas une faiblesse, à travers l'union de tous ses enfants. Voilà un peu ce que je pourrais résumer. Unis, nous sommes forts. Et le chef doit travailler à cette union-là en permanence. Faire de toute la diversité que nous sommes une force, une richesse.
apprendre aux 69 tribus à vivre ensemble, sans en privilégier une par rapport à l'autre. Les mettre toutes sur les mêmes pieds d'égalité et prendre chaque Ivoirienne comme chaque Ivoirien, comme son propre enfant. Houphouët-Boigny était notre père. On dit le père de la nation ivoirienne, le père de chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien. Il gérait la Côte d'Ivoire comme un père de famille. Et nous sommes orphelins de père depuis 30 ans. Aucun de ses successeurs n'a su prendre cette place de père. Houphouët-Boigny gérait les mariages, les divorces, les enterrements, les maladies, les maisons, tout. Et aucun de ses successeurs n'a su s'impliquer de cette façon-là. Et c'est ce message d'union-là, je pense qu'il a laissé à la postérité. Dans le dialogue, dans le respect de la différence, et dans la paix. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous avez aussi un passé de journaliste à Jeune Afrique, à Paris, bien que vous soyez médecin de formation. Aujourd'hui, quel est le regard que vous jetez sur la pratique du journalisme en Afrique et dans le monde à l'ère des réseaux sociaux? Déjà, je fais la différence entre la pratique du journalisme en Europe et la pratique du journalisme en Afrique. C'est quoi la différence? La rigueur et le respect des règles. En Afrique, il y a beaucoup de journalisme alimentaire. Alimentaire ne veut pas forcément dire l'argent. Le journaliste en Afrique ne commande pas ce qu'il voit, il commande ce qu'il pense. Mais pas tous les journalistes, certains journalistes, on va dire. Oui, Dieu merci, pas tous. Ouais. Mais ils sont nombreux à être comme ça. Suivant le bord politique auquel vous appartenez, vous voyez le même événement. Le reportage, ça consiste à relater un événement. Les idées, c'est à travers l'éditorial, c'est pas à travers le reportage. Mais vous voyez le même événement. Vous prenez un journal qui se dit de droite et un journal qui se dit de gauche, vous lisez le reportage du même événement, on dirait deux événements différents. Ensuite, au niveau de la formation, est-ce qu'ils ont tous la formation pour être journalistes? Parce que moi, j'ai jamais fait d'école de journalisme, mais j'ai passé 2 années à Jeune Afrique à être formé. J'écrivais des articles qui ne paraissaient pas. On me corrigeait, on me reformait, on m'a appris à écrire, on m'a enseigné la rigueur dans mon raisonnement. Et on ne porte pas des accusations quand on n'a pas la preuve de ce qu'on reproche à quelqu'un. Et malheureusement, certains journalistes en Afrique accusent sans preuve. Moi, je ne peux pas vous dire le nombre de fois qu'on m'a mis en prison. Vous avez fait la prison? Non, dans la presse. Ah oui. Moi, je n'ai jamais fait de prison. Mais il y a un journal ici qui a titré un jour « Le gouverneur Augustin Thiam emprisonné ». Et le président m'appelle, il me dit « Mais Augustin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Je dis « Le président, ils sont gentils. C'est quand même très Dans la prison, ils m'ont laissé mon téléphone portable. » Et c'était quoi? Quelqu'un qui se faisait passer pour moi, qui a été arrêté, qui a été mis en prison. Mais est-ce que ça vous permet de mettre en première page, en une, le gouverneur en prison? Et puis à l'intérieur, d'expliquer que c'est pas moi. Mais il y a des titrologues qui n'achètent pas le journal. Mais eux, ils veulent vendre. Quand vous voyez gouverneur Augustin Thiam, vous achetez. Et ils me disent, enfin bref, je leur ai intenté un procès. Ils sont venus me demander pardon. C'est manque de professionnalisme. Bon, il y a même des gens qui font du chantage. Ils ont des articles sur vous, ils viennent vous demander de l'argent pour publier ou pas. Bref, il y a toute forme de journalisme. Je ne dis pas que c'est parfait aussi là-bas. Hein. Il y a aussi des dérives de... Non, là-bas, il y a des dérives graves. Il y a des dérives pas possibles. Mais comme moi, je ne vis pas en France, je vis ici. C'est pour ici là qui m'intéresse. Nous restons toujours dans votre parcours. La Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Il y a aussi un autre pays qui vous a marqué, c'est le Maroc. Qu'est-ce qui vous lie au royaume chérifien? Vous savez, j'arrive au Maroc, j'ai 16 ans. Et
mes premières émotions, mes premiers sentiments amoureux, mes premières surprises parties, mon éveil d'adolescent, mon éveil d'adulte, c'est au Maroc. Au lycée Descartes de Rabat? Le lycée Descartes de Rabat, j'ai fait de la 5e à la terminale. Au lycée Descartes à Rabat. Et ils avaient, là-bas, tous les mercredis, il y avait du sport. Et il y avait des tournois entre les différents lycées français du Maroc. Parce qu'il y a un lycée Descartes à Rabat, il y a un lycée Lyautey à Casa, il y a un lycée à Marrakech, il y a un lycée... Ce sont des lycées français. Ce sont des lycées français. Et il y avait des compétitions sportives entre lycées français. Donc on voyageait à l'intérieur du Maroc pour aller faire des compétitions sportives. Et moi, je courais le 1500 mètres et je jouais au basket. Donc j'ai voyagé aussi comme ça, dans ce cadre-là. Vous êtes aussi un sportif? Oui, j'ai été sportif aussi. Et donc, le Maroc, c'est moi vraiment le pays de la découverte. Moi, quand j'arrive au Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, il a 5 ans. Voilà, et c'est le roi Hassan II qui est le roi du Maroc. Et le lycée français du Maroc où j'étais, il n'y avait que les enfants de grand type, comme on dit chez nous, qui allaient là-bas. Donc, je me suis retrouvé dans la classe avec le fils du Premier ministre, le fils du ministre des Finances, le fils du général Oufkir, qui était ministre de l'Intérieur, le fils du maréchal Méziane, qui était le chef d'état-major, Fadel, et ainsi de suite. Donc, c'était mes amis d'enfance aussi, ce sont mes amis de jeu jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai gardé des attaches assez solides au Maroc. Et je retourne au Maroc assez régulièrement avec mon épouse. C'est un pays aussi de paradoxe. À certaines périodes de l'année, vous allez à Marrakech dans la piscine, vous prenez la voiture, vous faites 80 km, vous allez skier à Loukaï Meden dans la neige. Il n'y a qu'au Maroc, en Afrique, où on peut faire ça. Les Marocains sont accueillants. Les Marocains sont hospitaliers. Et puis, si aujourd'hui je suis devenu chrétien catholique, au départ, je suis né d'une famille musulmane. Mon père était Tidjani. Et Tidjani, ça vient d'où? De Cheikh Ahmed Tidjane, qui est jusqu'à aujourd'hui enterré à Fès. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais vont au pèlerinage à Fès. Donc, de ce côté-là aussi, je suis moi-même allé à Fès sur la tombe de Cheikh Ahmed Tidjane. Donc, il y a plusieurs choses qui font que je suis sentimentalement très attaché à ce pays. Et j'y retourne. Mon père est enterré à Rabat. Il était ambassadeur là-bas. Il a été ambassadeur pendant 25 ans. Après le décès de ma mère en 1984, il a épousé une Marocaine et il s'est installé au Maroc. Il a pris sa retraite, il a vécu là-bas. Il est mort là-bas. Et quand je suis allé à ses funérailles, il y avait quelques événements politiques ici en Côte d'Ivoire. Pour pouvoir l'enterrer en Côte d'Ivoire, il fallait attendre. Et chez les musulmans, on ne garde pas les corps. Donc, j'ai préféré l'enterrer avec l'accord de mes autres frères et sœurs. Nous avons choisi de l'enterrer au Maroc. Il est au cimetière de la Joada, à Rabat. Et nous y allons. Il est dans un cimetière musulman. Et je crois que dans ce que les musulmans croient, le jour dernier, l'ange Gabriel va apparaître sur un cheval et il va partir au galop sur la mer. Et tous les corps vont ressusciter du cimetière pour le suivre. Et la plupart des cimetières musulmans au Maroc sont construits en bordure de mer. Donc moi, je l'ai enterré là-bas pour respecter sa foi et sa croyance. Bon, il y a des illuminés ivoiriens qui racontent que mon père est enterré au Sénégal. Ça n'engage que. Ouais. Justement, on va terminer cet entretien par le Sénégal, le pays de vos origines. Est-ce que vous y retournez souvent pour voir le reste de la famille? Oui. J'entretiens d'excellentes relations avec tous les autres membres de ma famille. Bon, au jour d'aujourd'hui, la quasi-totalité de mes oncles, de mes tantes sont décédés. Le dernier qui vivait encore, c'était tonton As Malik Cham, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Mon cousin Germain Mabousso Thiam, qui venait nous voir régulièrement, que j'allais moi aussi, qui est mort du Covid il y a quelques 2 ans maintenant. Bon, j'entretiens toujours de bonnes relations. Je vais toujours régulièrement à Dakar. Je parle couramment le Wolof, aussi étonnant que cela puisse paraître. Nangadef Mangi Firek, comme vous dites, Sante Yala Kionentebe. Voilà, donc... ça, c'est du Wolof. Ça c'est du Wolof. Oui, bien sûr. Ouais. Et je parle aussi le Baoulé. Je parle Baoulé, je parle le Baoulé, je parle le Wolof. On ne demande pas un métis s'il est noir ou blanc. Il est métis. Voilà, moi je suis un mélange d'Ivoire et de Côte d'Ivoire. Et j'assume les deux.
mais je suis ivoirien. On rappelle aussi que vous êtes apparenté à l'ancien Premier ministre du Sénégal, Habib Thiam. Oui, tonton Habib, quand papa et tonton Habib se présentaient, ils disaient toujours mon frère. Mais je ne sais pas comment définir ça en termes biologiques ni français. Papa et tonton Habib sont les enfants de Mabousso Thiam et de papa Ababakar Thiam. Leurs deux pères étaient frères de même père et mère. Leurs deux mères, Marié Toussey et Adja Anasey, étaient sœurs de même père et mère. Donc ce sont deux frères de même père et mère qui ont épousé deux sœurs de même père et mère qui ont eu Habib et Amadou. Et en plus, papa nous disait que c'est son oncle Mabousso qui l'a élevé et c'est son père Ababakar qui a élevé Habib. Donc ils sont cousins sur le plan biologique, mais peut-on être plus cousins que ça? Donc ils se considéraient comme des frères. Et c'est souvent quand je dis tonton Habib, je dis c'est le frère de mon père, mais c'est son cousin, si on veut être exact en termes biologiques. Et j'étais aux funérailles de tonton Habib, et il était marié à une Danoise, et j'entretiens les meilleures relations du monde avec leurs enfants jusqu'à aujourd'hui. Et tanti Anna, nous échangeons, nous nous écrivons, elle est retournée vivre au Danemark, mais nous nous parlons, nous nous téléphonons. Et mes autres oncles et tantes au Sénégal aussi, j'entretiens de bonnes relations avec eux. Vous savez, nous sommes une famille assez cosmopolite. Mon frère Ababakar Thiam, qui est décédé, qui est mon aîné, a un enfant dont la mère est camerounaise. Mon frère Tidiane est marié à une Française. Et nous, dans notre famille, on ne regarde pas tout ça. Et papa, tout en étant musulman, n'a jamais obligé aucun d'entre nous à épouser une musulmane ou un musulman. Celui que tu apportes, mari ou femme, lui, il prend. Ce qui est important, c'est le bonheur de son enfant. Ce n'est pas la religion de la femme ou du mari de son enfant. Et en plus, papa nous a enseigné dans un islam très tolérant, qui n'a rien à voir avec l'islam que je vois aujourd'hui. Et un jour, j'ai posé la question à mon père. Je lui ai dit, mais papa, tu nous as appris l'islam. Moi, j'ai fait l'école coranique, je connais la Fatiha, toutes les prières musulmanes. Et je lui ai dit, mais tu ne nous as jamais obligés à pratiquer. Il me dit, moi, je t'ai appris ma religion. Et en t'apprenant ma religion, j'ai rempli mon devoir de musulman. Maintenant, si tu ne pratiques pas ta religion, c'est ton problème entre toi et Dieu. Ce n'est pas mon problème entre toi et moi. Moi, j'ai fait mon devoir. Quand mon père priait, il se lève, il va prier. Celui qui veut le suivre, le suit. Celui qui ne le suit pas, il ne t'appelait pas. Il dit, hey, toi, là, viens prier. Il ne faisait pas ça. Quand il y avait le ramadan, il y avait le petit déjeuner, il y avait le déjeuner, il y avait le dîner. Celui qui veut déjeuner, déjeune. Celui qui ne veut pas jeûner, jeûne pas. Il n'obligeait personne à jeûner. Mon père partait au travail, il n'arrêtait pas son travail pour prier. Quand il revenait le soir, il payait les prières qu'il avait manquées. Ça existe, c'est une disposition qui existe dans l'islam. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui partent en voyage, qui gardent leur voiture pour prier. Mais donc, tu n'as pas confiance en Dieu. Avant de partir là, tu as prié Dieu. Tu lui as confié ta vie. Si tu as confiance en lui, tu pries quand tu arrives. Tu ne te gares pas pour prier sur la route. Donc, tu n'as pas confiance dans les gars à qui tu as confié ta vie là. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu de l'extrémisme. Le voile islamique. Moi, je n'ai jamais vu ma mère voilée. Aujourd'hui, un bon musulman doit être forcément voilé. Pourquoi? Le voile n'est pas islamique, il est arabe. Je ne connais pas de disposition dans le Coran qui oblige à porter le voile. Peut-être si vous en connaissez, moi je demande qu'on me cite la sourate. On va laisser cette question aux spécialistes. En tout cas, merci M. Augustin Thiam. Nous arrivons au terme de cet entretien. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie de vous être déplacé jusqu'à nous ici à Yamoussoukro, d'être venu jusqu'à moi et de m'avoir offert l'opportunité d'apporter quelques éclairages sur les différents aspects de ma vie, de mes origines, du président Houphouët-Boigny, à qui je pense, moi-même personnellement, je dois tout. Et ma vie entière ne suffirait pas à parler de lui. C'était un monsieur d'exception. Et c'est grâce à lui que nous sommes tous là.
Merci à vous d'être venu jusqu'au pays d'Houphouët-Boigny. Et le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire un jour, pour nous témoigner votre satisfaction, c'est de revenir.